Agriculture. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et on est ravis de vous retrouver. Venez nous voir sur le stand de la coopération agricole avec Gilles Gansman. Bonjour Christine, je suis content d'être là. Bah oui, on a fait le tour de tous les halls. Oui, j'étais voir la vache. Bah moi aussi. Vous savez comment elle s'appelle? Oreillette. Oreillette, j'ai vu Oreillette. Exactement, et tout ça maintenant s'anime puisque le salon est ouvert depuis plus d'une heure maintenant avec beaucoup de monde aussi. Et dans cette partie média, qui dit média, qui dit monde agricole, on est ravis d'accueillir des candidats de l'amour et dans le pré. Oh, ils sont plus candidats. Oh oui, mais c'est des anciens candidats. J'espère que tu recommences pas, toi, Fred. Non, toi non plus, chérie. Vous êtes toujours très amoureux? Très. Oui, je pense que l'amour est toujours là. Alors, si vous êtes des fans de l'émission, vous avez sans doute reconnu la voix de Pierre et Frédéric, nos Gersois de la saison 7. Il y a 12 ans, l'amour est dans le pré, 10 ans de mariage. Elle sait tout. Est-ce que si c'était à refaire 10 fois, 100 fois... Ah, formidable. 1000 fois. Ah, formidable. Non, mais vraiment. Avec la fin, bien sûr, en rencontrant Frédéric, mais même, je trouve que la démarche pour un agriculteur ou une agricultrice d'aller se remettre en question à 30, 35 ans, 40 ans, voire 50 ans, pour se poser des questions sur sa vie, pourquoi on n'a pas trouvé naturellement l'être cher, etc., animé par une formidable, la Michelle Obama de l'agriculture, comme je dis. Ben oui, c'est la seule personnalité publique vraiment qui a une grande universalité en France, qui est partie dans le combat des agriculteurs, donc on la salue. Mais à ceux qui disent que ça ridiculise les agriculteurs et qu'on se moque d'eux, qu'on se moque de leur accent ou parfois de leur apparence physique, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui critiquent ça? Et en fait, le problème, c'est que l'agriculture, comme toutes les cultures, l'élevage, c'est la pluralité, et les profils d'agriculteurs est aussi diverses. Donc en fait, on ne peut pas mettre que des mannequins qui seraient sortis de télé-réalité, alors que l'agricole, c'est des vieux, des jeunes, des dents, des sans-dents, des chauves, des cheveux longs, des filles, des garçons, des gays, des lesbiennes, de tout. Donc c'est l'agriculture, c'est la pluralité, c'est la France. Donc tous les profils doivent être présentés. Alors si vous êtes sur le salon, venez nous voir ici sur le stand de la coopération agricole avec Frédéric et Pierre. Très belle tenue marinière puisque c'est la tenue du Gers. C'est la tenue gersoise aujourd'hui, et puis également sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous voir en direct sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On va bien évidemment faire maintenant, Gilles, le zapping de cette émission du 1er mars. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors le zapping, je l'ai fait pour nos deux invités. Évidemment, c'est un zapping spécial Salon de l'Agriculture. Et ce week-end se terminera donc le Salon de l'Agriculture, 60e du nom. On se rappellera de l'inauguration chaotique et des manifestations devant les stands de Lactalis, par exemple. Il faut dire que le cours du lait s'est effondré, comme on l'a rappelé dans C'est à vous. Écoutez. Aujourd'hui, on voit qu'en 20 ans, sur une brique de lait, les éleveurs ont perdu 4%, l'industrie agroalimentaire a gagné plus de 60% et la grande distribution plus de 180% sur une brique de lait. Donc, vous voyez, faire un prix plancher, mais si on n'a pas touché tous les autres points de cette filière, ça ne sera pas grand-chose. Vous en pensez quoi du prix plancher et de ce qui se passe pour la filière lait? Vous suivez? Ce sont des pratiques commerciales dignes de mafia aujourd'hui, qui sont organisées pour affamer l'agriculture. Moi, je pense que le prix plancher, c'est très compliqué parce que on sait bien que les coûts de production sont pas les mêmes. Mais il faut être raisonnable, il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table et qu'on arrête ces pratiques. Et ça marche, puisqu'on voit qu'il y a un négociant bordelais qui a été traduit en justice par un vigneron et il a gagné son procès. Oui, parce qu'il faut pratiquer des prix trop bas. Alors Pierre, vous êtes des producteurs d'Armagnac. On sait aussi que l'Armagnac intervient dans la balance commerciale de la France, dans les échanges commerciaux. Ce débat-là, vous pouvez nous l'expliquer comment? Est-ce qu'il faut plus de régulation, du donnant-donnant? Comment vous voyez les choses du point de vue de producteurs d'Armagnac? Mais je pense que nous, dans l'Armagnac, c'est vrai qu'on a une production où on arrive encore à peu près à fixer ses prix, parce que c'est des productions qui couvrent à peu près 2 ou 3 000 hectares, donc c'est pas des grosses productions. Et puis l'Armagnac, c'est pas non plus quelque chose de fondamental, de base alimentaire. On vend du rêve, on vend du luxe, on vend du terroir. Et je pense qu'on a réussi
petit à petit à s'entendre avec le monde du négoce, etc. Mais on a en face de nous des maisons de négoce à hauteur, je veux dire, familiale, des petites sociétés, des sociétés modestes. Quand vous avez des gros groupes alimentaires qui décident du jour au lendemain de profiter de tout le savoir-faire, de toute l'image de l'agriculture française pour la brader, c'est catastrophique. Alors, je vais vous emmener dans un reportage du journal Sud-Ouest, puisque les journaux ont aussi désormais leurs médias. Ils se sont intéressés à quelque chose dont on a rarement vu sur le salon, c'est l'unité vétérinaire du salon de l'agriculture. Ils ont suivi l'un d'eux qui a été voir une vache qui avait un problème à son genou. Au salon de l'agriculture, il y a un service qui est essentiel pour les éleveurs, c'est la présence de vétérinaires. On va en suivre un sur une intervention. Sur quel type d'intervention on parle du coup? Une vache qui s'est fait mal dans les logettes, qui est tombée, qui s'est fait mal. Vous intervenez en moyenne combien de fois par jour? 2 à 3 vétérinaires, on intervient à peu près une dizaine de fois par jour. Ça reste relativement léger puisque les éleveurs ici surveillent bien leurs vaches. Donc même les pathologies graves, on les prend très très tôt. Bonjour. On va l'élever. Donc cette vache, elle s'est fait mal au genou et donc on va y faire un traitement antidouleur. C'est quoi les blessures qui arrivent le plus régulièrement? Classiquement, sur les vaches laitières, plutôt des problématiques de mamite, d'infection de la mamelle. On a un certain nombre d'animaux qui ont plutôt ce qu'on appelle les troubles métaboliques. C'est-à-dire que le fait de se retrouver ici avec un peu de stress, avec des rations un peu différentes de ce qu'elles ont à la maison, ou des vaches pour les manipulants, des déplaçants qui glissent qui glissent par terre. Quoi. Comme ce qui est arrivé. Comme ce qui est arrivé sur celle-là. Et oui, cette vache avait glissé parce qu'évidemment l'emplacement est parfois un peu petit et donc il est venu sauver le genou de cette vache. Voilà, incroyable, l'unité vétérinaire est quelque chose d'incroyable au sein de l'agriculture. Oui, certains disent que pour les bêtes c'est extrêmement stressant, mais elles sont aussi surveillées et pouponnées par tous les éleveurs qui sont là du matin au soir pour s'occuper d'elles. Alors en quelques années, l'agriculture s'est modernisée, alors soit pour alléger les tâches les plus lourdes des agriculteurs, mais aussi par le manque de personnel. Il y a de moins de personnel, on pourra en parler avec vous. Et Quotidien de TMC s'est rendu chez un éleveur de vaches où toute la traite est totalement automatisée. Et alors vous verrez pas les images parce qu'on est à la radio, mais en fait il y a un laser qui repère le pied de la vache et une fois que le laser a repéré le pied de la vache, arrêtez, ne rigolez pas, il y a l'embout qui vient s'emboîter. J'aime beaucoup votre explication. Ah mais excusez-moi. Il y a l'embout qui vient sur le pied. Sur le pied, automatiquement, l'agriculteur ne fait presque rien. Voici la version sonore après la version que je vous ai imagée. Et donc là, c'est les robots de traite, tu vois. Là, il y a une vache qui est en train de se faire traire. Donc là, il y a Paillette. C'est énorme comme machine. C'est des... Alors oui, c'est des sacrés investissements aussi. Parce qu'une machine comme ça, c'est plus de 100 000 €. Donc j'en ai 2. Donc voilà, ça fait un budget. Après, ça répond aussi à la main-d'œuvre qui est compliquée à trouver en élevage. Difficile d'embaucher, le métier ne séduit plus. En 10 ans, la France a perdu plus de 100 000 exploitations agricoles. La porte de devant s'ouvre et je fais rien. Je les pousse pas, la personne les a poussés. On va avoir le laser qui va scanner la mamelle. On voit un peu de rouge sur la mamelle. Là, tu vois, hop. Donc là, il a trouvé. Et là, elle est branchée. Et le lait va venir, quoi. Problème de main-d'œuvre chez Pierre et Frédéric pour l'Armagnac ou pas? C'est un sujet? C'est un sujet évident et on essaye de rendre le métier de salarié agricole attractif. Ils sont indispensables dans le maillon de la chaîne. Nous, vous savez, on exploite depuis 200 ans les vignes dans la famille. Et il me semble que le sort réservé à un ouvrier agricole dans les années 70, c'était pas formidable. Je crois qu'on s'est un peu endormi là-dessus. Aujourd'hui, on essaye de recruter des gens jeunes, on essaye de les former, mais je vous assure qu'aujourd'hui, un bon chauffeur mécano-agricole, il peut aspirer à passer les 2 000 € par mois. Je ne sais pas si on arrivera toujours à les rémunérer, mais aujourd'hui, par rapport à la demande, les rémunérations dans des endroits où la vie est peu chère, et dans nos campagnes, on a encore des loyers de maison à 500-600 €, mais un salarié agricole qui se démerde et qui va se former, il peut très bien gagner sa vie et avoir un bon pouvoir d'achat. Mais les vendanges, les Français veulent pas les faire, c'est des étrangers qui viennent faire les vendanges ou pas? Mais malheureusement, nous, on va pas vous faire rêver en vendange à la machine. Voilà, dans les années 80, les machines sont arrivées et elles étaient au début, elles massacraient et la vigne et le raisin. Aujourd'hui, on a plutôt des machines vraiment de qualité. Mais par exemple, tout simplement, on essaye d'adapter aussi la hauteur des vignes en fonction de la taille de nos salariés, donc un peu plus basse pour éviter les épaules trop hautes ou pas trop basses pour éviter au sol. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Vous savez, celui qui ne s'est pas retrouvé sous la pluie, au milieu d'un sillon de 250 mètres, en plein hiver, des fois avec du vent, de la pluie, si c'est pas trouvé là, il comprend pas ce que peut être la motivation ou non d'un salarié agricole à un moment donné. Il faut les saluer.
À l'agriculture, alors il n'y a pas d'âge dans l'agriculture, il n'y a pas d'âge pour avoir du talent. Alors je vous propose de faire connaissance avec un jeune garçon âgé de 11 ans seulement qui, pendant ses vacances, aide son père à vendre sur le stand de la saucisse et de l'andouille. Alors vous allez voir, hein, il a le bagou qui va avec. On peut avoir 11 ans et avoir une passion pour la vente. Écoutez, c'est très drôle. Venez goûter notre andouillette, une andouillette médaillée au concours de la Roche-sur-Yon. À vous, monsieur? Allez! Je pense que je vais faire ça toute ma vie. J'adore ça, la convivialité avec les gens. N'hésitez pas à venir goûter, hein. Ils sont sympas, les gens, je suis un peu habitué. À 4 ans, je dormais sous les tables. 2 sandwichs à quoi? 2 sandwichs andouillettes? Allez. Là, 2 viandes. Il y a soit sandwich à la saucisse, un peu de chiffonnade de jambon et une andouillette avec un supplément fromage ou un bol garni. Je m'appelle Paul et j'ai 11 ans. Là, c'est les vacances. Je suis venu là parce que c'est mon plaisir. C'est mon 3e salon. Après, j'en fais d'autres avec mon papa. J'ai été baignée dans ce bain de convivialité, de bruit, tout ça. Alors maintenant, j'adore ça. Là, c'est de la fondue à pépé, typique de la Vendée. En fait, c'est une tome de Vendée, de vache, qui est fondue avec du vin blanc de Mareuil. Vous avez, il a un sacré bagou. Votre petit garçon de 11 ans, il est pareil, il envoie sur les marchés ou dans les négos? C'est en fait quand ça lui chante, on va dire qu'il est doué, très doué. Et voilà, après quand on l'amène pas forcément. Déjà, ça en agriculture, c'est long. On n'est pas poussif, vous voyez, on a envie qu'il le vienne sur volontariat. On ne sera pas à lui demander d'être dans les vignes, de faire ceci, cela. Parce que c'est un enfant quand même, il a besoin de faire ses propres choix. Donc quand il a envie, quand il voit qu'on a besoin, la boutique, faire des bouteilles, coller des étiquettes, des choses comme ça, il le fait avec grand plaisir. Et sur les fois où on l'a amené sur des marchés, il était content de faire de la dégustation, de servir des verres, etc. Donc voilà. Et d'encaisser bien sûr. Oui, ça l'amuse. Il joue au caissier. Mais est-ce que c'est le rêve des parents d'avoir un enfant qui reprenne l'affaire agricole? Est-ce que finalement, quand on est fils d'agriculteur, son destin c'est de reprendre la suite, ou s'il veut faire autre chose, vous allez le laisser aller faire autre chose? Moi je pense que le rêve de tout parent, c'est que son enfant s'épanouisse et soit heureux dans ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'il y a des enfants qui sont faits pour ça parce que c'est une passion, des grands-parents, et je pense surtout ceux qui aiment le bétail. Donc quand ils sont dedans, ils continuent. Ceux qui aiment les tracteurs et la mécanique, quand ils sont dedans, ils ont envie de continuer. Toutefois, je pense qu'il y a aussi des agriculteurs qui ont encore cet esprit des années 40, 50, où en fait il faut transmettre le capital, l'exploitation, et c'est presque un devoir quelque part. Et certains partent pour faire des études, reviennent, et parfois on peut quand même s'interroger à savoir s'ils reviennent par passion ou par filiation et par, on va dire, fidélité aux ancêtres et au travail qui a été effectué avant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou. Et en tous les cas, vous posez la question. Vous posez pas la question ce jour, vous le laissez faire son petit bonhomme de chemin. Exactement. Et c'est paradoxal parce qu'on est producteur d'Armagnac, donc on produit. Puis cette génération chez toi. Donc on distille des eaux de vie qu'on vendra même pas à notre retraite. Mais voilà, moi je pense que le contexte actuel, vous savez, un gamin qui vit à la campagne aujourd'hui, il n'a pas à rougir de ses collègues de la ville. Il voyage. Moi j'ai un fils qui va aller en Espagne, qui va aller en Allemagne à 11 ans. J'ai un fils qui danse, j'ai un fils qui aime le théâtre. Aujourd'hui, je le sens plus passionné de ça que d'agriculture. C'est pas grave, j'en suis pas traumatisé. Il sera peut-être patron de la FNSEA, le petit dernier. Je botte en touche. Tu es la honte de la famille. Moi, je suis ni apolitique, à système, etc. Voilà, mais je veux dire, ces convictions, si elles sont pas les miennes, c'est pas grave. Bon, c'est déjà la fin entre nous deux. Après une semaine, ma petite Christine, qu'est-ce que j'ai aimé être avec vous. Valérie revient la semaine prochaine. Alors, je voulais vous faire un petit souvenir de lundi, puisque on a parlé de l'incroyable participation d'Afida Turner. Vous savez, dans ce programme de Prime Video de LOL, où la célèbre épreuve de la barbichette entre les deux candidats finalistes, où on se tient la barbichette, et Afida. Ah, vous êtes au courant? Pas du tout, mais vous venez de me l'apprendre. Et on suit ce programme parce qu'on trouve ça très divertissant. Ah, c'est la télé? Pardon. Oui, quand même. Alors, on n'a pas la fibre. Ils n'ont pas la fibre, ils n'ont pas l'électricité non plus. Voilà, ils sont dans la campagne. Donc. Et donc, dans LOL, alors je vous dirai pas qui est finaliste, mais à la fin, ils ont été perturbés par Afida pendant leur... Ça doit être extraordinaire. Oui, vous allez entendre. Et ça a tellement eu de succès que Slimane a également, notre candidat à l'Eurovision, a également fait un clin d'œil avec John. On vous a collé les extraits.
Elle a des airs de Geshpati quelque part. Non, merde, c'est pas ça, on refait. Je te la tiens, tu me la tiens, par la barbichette, le premier qui rigole, je lui fous une tarniole. Barbichette, tu me la tiens, je te la tiens, oh yeah. Il faut absolument aller voir cette séquence. Comptez sur nous. Sur Prime Video. Voilà, on explique pour les auditeurs qui n'ont pas Prime Video, qui connaissent pas forcément le programme LOL, c'est que c'est toute une série de personnalités. Super drôle. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire rire l'autre. Et c'est vrai qu'il y a des séquences qui sont assez savoureuses et qui donnent des bonnes idées pour des soirées aussi. Il y a des jeux qu'on peut reprendre en soirée. Vous ne bougez pas. Il faut leur faire boire de l'Armagnac pour les faire rire. À consommer avec modération, mon cher ami. C'est peut-être une technique. Exactement. On se retrouve dans un instant depuis le Salon international de l'agriculture ici, porte de Versailles à Paris, sur le stand de la coopération agricole. On est en compagnie de Pierre et de Frédéric, des candidats, des anciens candidats de l'amour et dans le pré. Oui, c'est des anciens déjà, mais des figures incontournables. Ils sont très moteurs dans ce collectif et on va parler dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. En direct du Salon de l'Agriculture. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et en compagnie de Pierre et Frédéric, les candidats de la saison 7 de l'amour et dans le pré, producteur d'Armagnac, dans certainement le plus beau département du monde. Je suis pas du tout chauvine quand je dis ça, c'est-à-dire le département du Gers. Jour 6 du Salon de l'Agriculture, vous êtes dans quel état de forme ? Mais moi je trouve que cette année on est particulièrement en forme. La voix est un peu faiblasse, mais d'habitude, alors entre lumbago, lombalgie, bronchite, etc. Et bien cette année, je vous avoue qu'on n'est pas trop mal. Et je pense que le fait de la présence d'M6 aussi sur le salon n'est pas pour... voilà, n'est pas pour rien. Ça vous... Ben ça booste, on se sent porté. Vous voyez les équipes. C'est un peu la famille aussi, donc on est plutôt content. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les ventes d'Armagnac que vous faisiez avant de faire l'émission et après ? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça a changé votre chiffre d'affaires, cette émission ? Bien sûr, moi je fais des foires depuis 2002. J'ai participé à la foire de Paris, la foire de Lyon, le rêve du Salon de l'Agriculture. Pour moi, c'était impossible. C'est très compliqué avec une nouvelle production, nouvelle marque, de rentrer sur le Salon de l'Agriculture où il y a beaucoup de gens qui sont présents depuis 40 ans ou 50 ans. C'est vrai que le rêve de tout vendeur sur foire, c'est que les gens s'arrêtent sur le stand. D'abord, qu'il y ait une ambiance. Et après, bien sûr, qu'il faut une qualité, un rapport qualité-prix qui soit au rendez-vous. Donc c'est un peu plus facile avant, mais on était, depuis l'an 2000, on était au marché de Noël, place du Capitole, on était enfin au Jazzy Martial depuis 2000. Donc cette vie a changé, au-delà évidemment de la rencontre, a changé votre business quand même. Bien sûr, alors le business, vous savez, ça reste pas des business de multinationales, ça permet surtout à Frédéric de cette... voilà, non, malheureusement, non, on s'achète un tracteur, vous voyez. On a dû investir pour que je puisse aussi m'installer avec une activité à moi sur l'exploitation. Et donc en fait ça compense un peu les investissements. Donc finalement le niveau de vie n'a pas vraiment changé, mais la qualité probablement, et puis surtout l'amour. Ouais, alors vous êtes surtout aussi, on s'est amusé avec ça avec Gilles en préparant cette émission, très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on s'est régalé parce que vous faites des mises en scène à tous les niveaux. Mais on essaye de dédramatiser la situation, on sait que le contexte est difficile et on n'est pas épargné, mais vous savez, on a eu la chance de se rencontrer, Fred et moi, ça nous booste, on a un fils qui est en pleine forme, etc. Donc on a une communication toujours positive, un peu décalée, pour montrer qu'on reste complice, qu'on est conscient des sujets, on n'est pas en haut de notre montagne en train de les regarder, on y est vraiment au milieu, mais essayer peut-être, je trouve que le combat des agriculteurs, il est salutaire parce qu'il a été le combat de personnes anonymes, de gens qu'on ne voyait pas, et nous on a préféré plutôt communiquer positivement tout en étant solidaire des bails et compagnies qui ont bloqué les routes. Et bien justement, ça vous va bien la perruque blonde dans les champs allongée où vous avez fait une petite chanson. Et je me demande... Eh ben on écoute. Et je me demande comment je vais finir l'année. Et je me demande si je vais pouvoir tout rembourser. Quand je suis au labour, c'est l'heure où tu t'endors, et encore à l'aurore. Mais pour moi rien n'a changé, je suis jamais couché.
comme un agri malheureux que l'on n'écoute plus comme un agri. Mais la voix est moins bonne, moi. Oh, alors, elle n'est pas réveillée. Alors, comment vous avez vu l'idée de cette chorégraphie? Alors, on explique pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image. Vous êtes dans vos vignes, vous êtes en tenue de combat, c'est-à-dire avec en Claude François. En Claude François, mais en tenue d'agriculteur aussi. Et là, il y a la danse aussi. Il y a la chorégraphie. Enfin, c'est Claude François qui aurait dormi dans une cave à jambon pendant 3 mois. Mais en fait, on a plein de chansons comme ça avec Fred qu'on fait en roulant parce que, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de couples qui essayent de chanter sur la route. Alors, on va pas embrasser une carrière de chanteur. Universal nous a pas appelé. Mais nous aimons beaucoup chanter individuellement dans nos parcours personnels. Mais ça, on l'avait écrit l'année dernière, cette chanson, mais on se trouvait ridicule de la communiquer. Pierre, c'est toujours pareil. Oui. Pierre a on va dire, extra humilité qui fait qu'il n'a pas confiance dans tout ce qu'il peut produire, notamment dans sa manière de s'exprimer, etc. Alors, je vous explique qu'on est quand même une famille tardivement diagnostiquée HPI, les 3, mais via le truchement de notre fils, donc après on sait. Donc, moi je l'assume, je suis très contente, lui il ne l'assume toujours pas. Mais c'est quelqu'un de brillant et c'est vrai que nous on a cette espèce d'émulsion à 2 cerveaux qui fait que quand il y en a un qui lance quelque chose, en fait on construit et on est très très fort à 2 en fait. Mais l'idée de la chanson, là on est sérieux, c'est que pendant le confinement, tous les Français étaient avec nous. Ils nous ont un peu laissés dans nos fermes, dans nos drives, etc. Aujourd'hui, ils reviennent. Je crois que les statistiques de ces dernières semaines prouvent qu'il y a une conscience. Et c'est vraiment de dire qu'on pourra faire tous les égalimes qu'on veut, on pourra faire ce qu'on veut. C'est le consommateur qui décidera si la France sera toujours une puissance agricole ou juste une zone à tourisme. Mais alors, c'est un vrai sujet politique. Ça veut dire que vous dites aux consommateurs que peut-être il vaut mieux, comme certains disent, privilégier de mettre un peu plus dans l'alimentation d'à côté de chez soi ou en tous les cas locale que dans d'autres divertissements ou plaisirs, enfin faire un arbitrage. Grosso modo, je crois que c'est 15% ou 20% voilà, du budget des ménages. Ouais. Les temps sont durs, ne croyez pas une nouvelle fois qu'on est à côté. On sait qu'un couple a 3 000 € par mois, le 20 du mois aujourd'hui il n'a plus rien. Mais c'est vrai que pourquoi pendant le confinement, les gens, parce qu'ils avaient le temps, ils sont venus plus dans nos fermes, dans nos drives, ils se sont organisés, ils ont eu besoin. Ils se sont rendus compte que l'alimentation, du jour au lendemain, ça pouvait disparaître. Oui, et pourquoi ils nous ont un peu abandonnés, et j'espère que cette crise agricole... Mais parce qu'ils ont eu aussi plus d'argent, c'est-à-dire qu'ils ne sortaient plus... le budget vacances, sorties, restaurants notamment pour il n'y avait plus, et du coup ils l'ont mis voilà. dans la cuisine, exactement. Dans le restaurant, et puis, donc ça a joué. En plus, ils ont voyagé local en France. Oui. Ils ne voyageaient plus à l'étranger, etc. Ils ne pouvaient plus. Ouais, ça, c'est effectivement un vrai sujet autour de tout ça. Si vous voulez bien, on va s'arrêter un court instant. Il est bientôt 10h30. Venez nous voir avec nos amis de l'amour et dans le pré sur le stand de la coopération agricole. Vous pouvez aussi aller voir sur leur stand à eux. Et leur stand à eux, Hall 7. Hall 7 et goûter de l'Armagnac. 7-1, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, stand de l'Occitanie. On est obligé de s'arrêter là parce que sinon, comme on dit, la réclame va partir et on se retrouve juste après ici au Salon de l'Agriculture. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. En direct du Salon de l'Agriculture. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Toujours depuis le stand de la coopération agricole dans le hall 4 du Parc des Expos de Paris, le salon qui bat son plein depuis 6 jours. Il refermera ses portes dimanche soir avec des fidèles de ce salon aussi, mais surtout des figures emblématiques de l'émission de l'amour et dans le pré de la saison 7. C'est Pierre et Frédéric, producteurs d'Armagnac dans le Gers. Le bonheur est dans le pré, comme on dit, et dans le Gers aussi. Et dans le Gers. Et moi, je voulais savoir comment vous avez pris... Alors 2 choses, l'engagement de Karine Le Marchand sur la crise agricole et les critiques qu'elle a subies en disant qu'elle se servait de ça pour sa propre publicité. Alors Karine Le Marchand, quand elle a démarré dans l'amour et dans le pré, elle est arrivée des maternelles, elle avait 200 000 auditeurs au quotidien. Elle est arrivée dans l'amour et dans le pré, ça a été une folie de la mettre là parce qu'en fait, elle représentait une espèce d'universalité
portait, mais qui n'était pas du tout en rapport avec la ruralité. C'est quelqu'un qu'on voyait en Dior, en Cacharel, et en fait, c'est cette espèce d'opposition qui a, je crois, beaucoup plu, cet antagonisme qui a plu aux téléspectateurs, parce que finalement, ils se retrouvent à travers eux. Ils se retrouvent à travers cette personne qui découvre une ferme, qui découvre notre culture, mais qu'on a un peu perdu. Et puis elle est naturelle. Voilà, naturelle. Et elle a multiplié l'audience jusqu'à 8 millions de téléspectateurs la saison 7 en 2012. Pour donc, notre bilan. Voilà, elle a plus rien à prouver. Et je pense qu'elle prenait beaucoup moins de risques à rester tranquille entre son appartement parisien et son émission. Restant tranquille à 55 ans. Mais il faut être fou pour faire ce qu'elle a fait. Elle l'a fait. Elle a pris cet engagement parce qu'elle sait ce qu'elle doit aux agriculteurs. Elle leur doit sa carrière et l'amour du public français. Et vous pensez qu'elle s'intéresse vraiment à l'agriculture? Comment elle se comporte avec vous sur le tournage? En fait, si vous voulez, en 2012, nous avons été le premier exposant de l'histoire de L'amour est dans le pré. Et elle nous a boosté, elle est venue sur place, elle nous a toujours dit profitez de cette visibilité pour aussi mettre vos convictions, vos combats en avant, etc. Elle aide à titre privé les agriculteurs, on peut pas tout dire parce que sinon les 240 agriculteurs de L'amour est dans le pré vont l'appeler et demain elle va se retrouver avec une académie à gérer, mais elle est très intéressée par le sujet et des fois même on n'est pas d'accord sur tout, sur le bien-être animal, elle veut aller un peu plus loin que ce qui est fait, sur la protection de l'environnement, mais c'est un vrai débat comme il peut y avoir un débat entre des agriculteurs et une ménagère de 50 ans qui fait ses courses. C'est pas du fake pour vous, hein. Bien sûr. Absolument pas. Bien sûr. Mais vous avez son portable. Oui, mais évidemment. Mais c'est une amie, voilà. ça fait depuis 12 ans, c'est une amie, on se dit les choses. Des fois on s'est engueulé. On a le caractère trempé toutes les deux, on est lionnes du mois d'août, alors voilà. Et ça veut dire aussi que quand elle s'engage comme ça, vous dites elle prend un risque, mais si elle ne le fait pas non plus... Personne ne le fera. C'est la seule personnalité publique, et je rajoute, je suis désolé d'en parler, Jérém Star, qui est depuis 3 ans un influenceur, qui a rien à voir avec l'agriculture, mais qui a, sur ses vidéos, qui a dit il faut faire. Et où sont les autres? Où sont les personnalités du showbiz? Où sont les gens du spectacle qui sont tellement heureux de raconter des histoires microscopiques, intéressantes de familles d'agriculteurs dans leurs films, etc. Mais nous sommes toute une communauté à devoir être défendue par des personnalités publiques. Sur d'autres combats, ils y sont. Pourquoi pas celui-là? Comment vous expliquez que c'est la seule émission à la télévision qui existe sur le monde agricole, que ça soit une émission de dating? Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre émission, à ma connaissance, qui raconte la vie d'agriculteurs autres. Il y a eu TMC. Oui, il y a eu... il y a eu RMC Découverte qui a fait une émission avec les anciens. Mais c'est vrai que il n'y a rien sur l'agriculture à la télé. Il y a Karine qui a fait une très belle émission qui s'appelle Oui, sur l'histoire, on l'avait reçu à cette occasion. Qui a été très documentée, donc qui a eu un très long travail de recherche. Oui. Et moi, je voulais vous poser la question par rapport à ça, parce que vous dites qu'il n'y a pas d'autres émissions. L'amour est dans le pré, c'est un divertissement, c'est quelque chose, c'est un jeu aussi. Hein. Le spectateur est pris à partie, mais dans des histoires, je dirais, de couple. Pourquoi est-ce que vous trouvez que la télévision montre toujours l'agriculture, l'agriculteur ou l'agricultrice du côté pas obscur, mais du côté misérabiliste, c'est-à-dire ça fonctionne pas bien, il manque d'eau, il manifeste. Est-ce que pour vous, c'est cette vision-là que vous voyez à la télévision? Alors moi, je vais prendre ma part qui ne suis pas issue de l'agricole à la base. Hein. Moi, je pense qu'il y a aussi la télévision qui montre des terroirs, de très beaux villages qui sont rustiques, où il y a des personnes qui cuisinent des produits oubliés. Ah oui, c'est vrai. Il y a plein de choses qui sont très positives. Maintenant, effectivement, des fois, il y a un axe qui est abordé plutôt politiquement ou même syndicalement, on va dire, quand on parle de la détresse agricole, ce qui est dommage. Et quelles sont les idées reçues qui vous énervent sur l'agriculture ou le métier d'agriculteur? Mais que, par exemple, ils n'ont aucune compétence de chef d'entreprise, qu'ils n'ont aucune compétence en communication. Et les agriculteurs, ils ont évolué, c'est la folie. Être un chef d'entreprise agricole, c'est des compétences énormes. Et c'est surtout des gens qui ne pensent jamais à partir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de secteurs de l'économie qui ont été aidés à fond. Et puis quand ils ont tout le savoir-faire, ils s'en vont en Chine, au Bangladesh, etc. Nous, l'agriculteur, il part jamais. Donc je veux dire, il faut investir sur les compétences agricoles. Et c'est vrai que le célibat dans l'agriculture, il est réel, parce qu'être femme d'agriculteur, bon, Fred est devenue agricultrice. Il y a un documentaire qui est passé hier, qui est passé cette semaine. Il faut les saluer. On a parlé, qui a bien fonctionné, qui était une soirée spéciale sur France 2. Est-ce que vous avez, vous Pierre, souvenir de votre mère, des femmes
autour de vous qui justement étaient au four et au moulin aussi et tout accompagnantes. Voilà, complètement au four au moulin, à disposition, et quelquefois sans statut. Et c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure par rapport aux salariés. Les choses ont évolué positivement. Il faut absolument que les femmes d'agriculteurs aient un statut aujourd'hui, parce que c'est une vie infernale. C'est une vie de passion, mais c'est compliqué parce que vous avez quelqu'un, et Fred le sait, hein, qui est souvent en tension par rapport à la météo, par rapport au par rapport au climat. C'est quoi votre quotidien, Frédéric? C'est en période de traitement et de gros travail agricole, surtout au printemps, on va dire jusqu'au vendange. C'est un homme qui va se lever 4 fois dans la nuit pour aller voir le pluviomètre, qui va regarder sa météo en permanence, qui va se lever à 4 heures du matin parce que l'après-midi il va pleuvoir, ou il va y avoir du vent, ou il va faire trop chaud. Donc c'est 5 mois où en fait on vit au rythme de ça. Puis après c'est le stress des ventes de fin d'année, de début d'année, où il faut justement savoir combien on va nous payer le prix du raisin aussi, parce que le prévisionnel est fait sur une base moyenne, mais ça change tout le temps, avec des règles qui changent comme change la girouette du vent. Donc en fait c'est beaucoup de précarité, on va dire, dans la projection financière annuelle. Comment ça se passe dans la tête? Je reviens à l'émission L'amour est dans le pré sur M6. Comment on se dit, tiens, je vais me porter candidat et j'écris? Vous avez écrit à quel moment Alors moi, c'est un retour de fête de village où je pense que j'avais dû être éconduit, pour pas dire prendre un râteau, pour être plus... voilà. Et j'étais dans... Grosso modo, c'est fini. Qui a osé? À 36 ans. Elle a bien fait. Voilà, 36 ans, c'est mort. Et là, vous avez un groupe de copains, ou des fois c'est la famille, en l'occurrence des copains, qui m'ont dit on va t'inscrire, on va envoyer une lettre, on les a déjà appelés, mais t'es pas obligé de le faire. Mais je dis, mais je le ferai jamais. Vous pouvez écrire la lettre que vous voulez, je n'irai jamais dans cette espèce. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tous ces a priori de télé basique, poubelle. Il n'avait pas de télé chez lui. Non. C'est pas votre lettre à vous? Et moi, j'avais pas à la production. Mais j'avais pas de télé. Pour moi, tout ça. Ah, vous voyez, j'avais pas tort. Je vous écoute toujours sur le 102. Et moi, j'étais pas du tout télé. Pas du Incroyable. Et vous, qu'est-ce qui a fait qu'on répond? On va dire un désespoir de solitude où on n'a plus rien à perdre. On va dire. C'est-à-dire d'avoir écumé plein de choses, d'avoir eu des opportunités, mais des opportunités qui s'avortent en permanence. Moi, j'ai travaillé en hôtellerie de luxe, au Club Med, etc. J'ai fait des études, travaillé à l'étranger. Donc, les opportunités ne manquaient pas. Par contre, on va dire que l'opportunité avec qui on fait une vie, n'arrivait pas. Donc, à un moment donné, on voit quelqu'un qui ne correspond pas du tout ni la localisation géographique, ni le métier, ni le physique, enfin rien. Et puis on entend un dialogue, on entend une voix, on voit une émotion et on voit un cœur. Et vous savez qu'on est beau dans le regard de l'autre. Oui, tout à fait, parce que maintenant, pour moi, il est le plus beau du monde, et surtout avec ses cheveux longs. Alors arrêtez de me dire qu'il n'est pas beau avec ses cheveux. Et qu'est-ce qui est devenu votre concurrente? Aucune idée. En fait, je pense qu'elle est partie avec sa valise. Maintenant, 12 ans. Elle est partie avec sa valise. Nous n'avons absolument jamais eu de nouvelles. Les candidats de L'amour est dans le pré, c'est aujourd'hui une famille, ou en tous les cas un club. Oui. Hein, vous vous retrouvez, vous vous réunissez. Vous observez, puisque maintenant il y a des missions, on vous retrouve. Nous avons porté le pilote pendant 14 épisodes la première saison. Et c'est vrai que c'est ici que l'histoire a commencé, où on a rencontré des candidats d'autres saisons. Ça ne se faisait pas avant. Et tout ça aboutit à une association qui s'appelle l'ADP Tours, qui porte les valeurs donc à agriculteurs du Pré Tours. Hein, c'est pas L'amour est dans le Pré Tours. Le Tour de France des agriculteurs de L'amour est dans le Pré. Et on est plusieurs producteurs fermiers à organiser des marchés dans toute la France. Donc sur les réseaux ADP Tours, vous nous retrouvez. La prochaine date, c'est quand? On sera dans le Médoc chez Cathy. 6 et 7 avril. Voilà, c'est bientôt. C'est assez incroyable. Jusqu'en décembre dans le Finistère et du côté de Lyon. Et vous partez avec votre camping-car? Pas du tout. Alors, on arrive à la fin. On parle juste un peu d'Armagnac. C'est quoi l'Armagnac en fait pour ceux qui sont très parisiens comme moi, qui connaissent pas forcément? Mais l'Armagnac, c'est la plus avec vieille. Modération. La plus vieille eau-de-vie de France. C'est une distillation de vin blanc. On obtient des alcools blancs très fins au mois de novembre-décembre, et ensuite on les laisse dormir et s'affiner dans des barriques de chêne de 420 litres.
et on attend en général 10-12 ans pour commencer à les commercialiser en bouteille. C'est typiquement français, il n'y a pas d'Armagnac fait à l'étranger? Ah non, c'est la plus vieille AOP de France 1936 qui va sur le quart nord-ouest du Gers et un morceau des Landes du Lot-et-Garonne qu'il ne faut pas oublier quand même. Il ne faut pas oublier absolument. On le prend en apéro ou à la fin? On le prend à quel moment l'Armagnac? Dijon à la fin. Ah, bah excusez-moi, je suis parisien. Soi-disant, ça permet oui, ça relance. Ça permet de vivre plus longtemps. Après la bécasse et le camembert, ça relance. Ah, voilà. Merci infiniment tous les deux, Pierre et Frédéric. Moi, je voulais vous remercier. Ouais, on se retrouve bientôt, mais lundi. Je voulais vraiment vous remercier pour cette semaine. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Et ouais, pareil. Et vous allez retourner dans le sud. Je vous vais allez les rejoindre. Exactement. Le bonheur est dans le sud, comme dirait l'autre. Et puis Valérie sera là lundi. Lundi, dans un instant, on va débattre. Donc, si on veut venir vous voir, c'est sur le stand du département du Gers. Vous avez de très belles marinières tous, hein, les Gersois. Ouais. On embrasse tous les Gersois qui nous écoutent en ce moment, évidemment, et tous les autres aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de pour la suite? On vous sent très amoureux. Plein de santé. Vous êtes plein de santé. Il nous manque que la santé, être sûr de vivre jusqu'à 100 ans et après, on va aller au paradis des producteurs d'Armagnac. Allez, c'est bon. Merci à tous les deux. On aura Stéphane de Groot. Stéphane de Groot dans un instant et venez les voir donc au stand ici au Salon de l'Agriculture si vous êtes du côté de Paris. Ça se referme dimanche soir à 19h et ils seront pas sur les rotules parce qu'ils ont une santé de fer tous les deux. Merci beaucoup. Dans un instant, on débat ici au Salon de l'Agriculture. On va essayer de se mettre d'accord, Gilles. Bon week-end lundi avec Valérie Expert. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.